Bonjour, bienvenue dans Géopolitis, une émission consacrée aujourd'hui à ceux que l'on nomme les nouveaux oligarques. Ils s'appellent Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Ils sont à la tête d'empires technologiques et gravitent désormais dans l'orbite du président américain. Un siècle après Rockefeller et les barons du pétrole, une nouvelle génération d'ultra-riches influence la première puissance mondiale. Des oligarques qui font la fête à Dubaï, nouvelle destination prisée de ces super riches venus de Russie et sous le coup parfois de sanctions internationales. Dans un monde globalisé, l'argent et le pouvoir ne connaissent pas de frontières. Des oligarques de plus en plus puissants et influents, certains se sont brûlés les ailes au contact du pouvoir. L'exemple de Jack Ma en Chine et d'Evgeny Prigojine en Russie qui s'était risqué à défier le Kremlin. Ils ont émergé au milieu des ruines de l'ex-URSS. Dans les années 90, alors que l'Empire soviétique s'effondre, un petit groupe d'hommes s'empare des ressources d'un État en déliquescence. Ce sont les premiers oligarques. Le mot entre alors dans notre vocabulaire, mais le phénomène, lui, ne va cesser de s'étendre et s'est même mondialisé. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'ultra-riches recompose les centres de gravité du pouvoir, financiers, industriels, mais aussi et surtout patrons d'entreprises technologiques. Ils achètent des médias, influencent les lois et les décisions politiques, financent des campagnes électorales. Un pouvoir discret mais bien réel, que ce soit en Russie mais aussi en Europe et jusque dans les arcanes du pouvoir américain. Car dans les périodes de crise et d'instabilité, les oligarques prospèrent. Mélanie Ohaillon. Ils sont là, aux premières loges, lorsque Donald Trump est investi président. Le Français Bernard Arnault, Tim Cook, Sundar Pichai et les 3 PDG les plus riches du monde, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Elon Musk, les milliardaires devant les futurs membres du gouvernement. À peine entré à la Maison-Blanche, Trump confie à Elon Musk un rôle taillé sur mesure, qu'il résume dans le bureau ovale. Nous avons un déficit de 2 000 milliards de dollars et si nous ne faisons rien pour le résorber, le pays va faire faillite. En 3 mois, il coupe dans les subventions fédérales, supprime des milliers de postes de fonctionnaires. Une méthode à la tronçonneuse inspirée par le président argentin. C'est la tronçonneuse de la bureaucratie. Elon Musk sabre aussi dans les départements qui ont contribué à son succès. Selon le Washington Post, en 20 ans, ces entreprises SpaceX et Tesla ont obtenu 38 milliards du gouvernement fédéral, y compris de la NASA, où SpaceX s'est rendu indispensable pour l'envoi d'astronautes américains dans l'espace. Le duo est inséparable durant la campagne. Musk apporte un soutien financier de plusieurs centaines de millions de dollars et toute l'influence de son réseau social X. Même si leur entente semble vaciller ces dernières semaines, encore tout récemment, lorsque Trump va conclure un partenariat record avec l'Arabie Saoudite, Elon Musk fait partie du voyage. Jeff Bezos, c'est une toute autre histoire. Durant son premier mandat, Trump menace régulièrement son entreprise Amazon de démantèlement et l'accuse de ne pas payer assez d'impôts. Et cible aussi le Washington Post, propriété du milliardaire, qu'il juge trop critique envers lui. Changement radical d'ambiance lors de la campagne, le journal refuse d'afficher son soutien aux démocrates, une première depuis des décennies. Jeff Bezos fait don d'1 million de dollars pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Depuis, son entreprise aérospatiale Blue Origin a obtenu un contrat de lancement de satellites avec le Pentagone pour plus de 2 milliards de dollars. Et lorsqu'Amazon envisage de signaler sur ses prix les surcoûts dus aux taxes imposées par le gouvernement Trump, Bezos se ravise. Il a été formidable. Il a résolu le problème très vite et il a fait ce qu'il fallait faire. C'est un mec bien. En ce début d'année, un tout nouveau Mark Zuckerberg est au micro du podcasteur Joe Rogan, soutien affiché de Donald Trump. Je pense que l'énergie masculine est une bonne chose. La société en est remplie, mais la culture d'entreprise essaie de s'en détourner. Je pense qu'avoir une culture d'entreprise qui célèbre un peu plus l'agressivité a un effet positif.
Le fondateur de Meta montre ses muscles. Il s'aligne sur une politique plus en phase avec le nouveau président, alors que son groupe avait banni Trump de Facebook et Instagram après l'assaut du Capitole. Mark Zuckerberg verse $1 million pour sa cérémonie d'investiture. Il nomme dans la foulée des proches de Trump à des postes clés, met fin au fact-checking sur ses plateformes et recule sur ses programmes encourageant la diversité. Joe Biden adresse cette ultime mise en garde juste avant de quitter la Maison-Blanche. Aujourd'hui, une oligarchie prend forme en Amérique avec une richesse, un pouvoir et une influence extrême qui menacent toute notre démocratie. Une concentration de pouvoir inédite au sommet de la première puissance mondiale. Laura Bulon-Cassis, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Centre Albert Hirschman sur la démocratie à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Vous vous intéressez justement à ces relations un peu complexes parfois entre milliardaires et démocratie. Alors on l'a vu dans ce reportage, ces patrons de la tech, c'est une sorte de nouvelle oligarchie qui est en train d'émerger aux États-Unis. Alors j'ai envie de répondre avec un oui et avec un non. On sait que l'argent a de l'influence en politique aux États-Unis depuis longtemps. Que ce soit dans le financement des campagnes, que ce soit dans les lobbies. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, en effet, c'est comme ce qu'on voit dans ces images marquantes que vous venez de montrer, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on voit des milliardaires de la tech qui s'emparent de pouvoirs politiques. Et ce pouvoir, il se décline un peu de deux manières différentes. Alors, il y a un pouvoir direct. Le cas exemplaire, vous l'avez montré, c'est Elon Musk. Dans le bureau ovale, carrément. Exactement, dans le bureau ovale. Et puis après, il y a toute une influence plus indirecte à travers le contrôle de l'information. On voit Bezos avec le Washington Post, on voit Meta avec les réseaux sociaux. Et c'est un pouvoir très insidieux finalement parce qu'il se base sur la récolte de données et la connaissance de nos comportements. Et on a plus de mal à le comprendre et à le cerner. Avec un impact direct aussi sur les opinions publiques, on va sans doute encore en parler. Ces Absolument. gens, ils sont à la tête effectivement d'empires technologiques, parfois de médias. Qu'est-ce qu'ils recherchent au fond quand ils se rapprochent du pouvoir ? Alors, c'est une question que je pense il est difficile de généraliser à toute cette oligarchie tech, parce qu'ils sont quand même très différents les uns des autres. Quand on regarde un Peter Thiel, par exemple, qui a financé la campagne de Trump ou un Musk... des fondateurs de PayPal, Exactement. Très proche de Trump dans les débuts. Exactement, et qui ont tous les deux des discours très clairement libertariens, avec un côté autoritaire aussi. Là, on voit vraiment qu'il y a un aspect idéologique qui rentre en compte. Pour les autres, c'est moins clair. Il y a des revirements de situation. Vous avez bien montré ça avec Zuckerberg, qui passe un peu d'un côté à l'autre et qui s'aligne derrière Trump et on ne comprend pas trop pourquoi. Là, je pense qu'il s'agit vraiment plus d'opportunisme, quelque part. Ça aurait été la même chose avec une Kamala Harris à la Maison-Blanche ? C'est fort possible. Enfin, ce que je pense qu'ils ont vraiment en commun, c'est qu'ils prônent l'idée que la technologie, c'est vraiment le moteur de la société, qu'il ne faut pas la réguler, ou peu la réguler. Et l'opinion publique, surtout du côté progressiste des Américains, c'est peut-être un petit peu moins ouverte à cette idée. Depuis la première élection de Trump et la réflexion qu'on a pu avoir sur le rôle des réseaux sociaux dans cette élection, certaines méfiances par rapport à l'IA. Et donc, je pense que pour beaucoup de ces grands patrons du monde de la technologie, il y a quelque chose d'opportuniste de s'allier avec un leader qui va finalement s'aligner avec ça, avec l'idée que la tech, on la laisse se développer, que ce soit par utopianisme ou simplement parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire pour l'économie. Un mot peut-être sur Donald Trump, le Oui. président américain. Donald Trump, grosso modo, il voit les relations internationales comme des relations de business. Oui. C'est peut-être pas un hasard qu'il s'entoure de milliardaires. Absolument. En fait, vraiment, ces milliardaires représentent cette nouvelle ère du business d'entrepreneuriat. Un business très masculin, un business blanc, enfin c'est vraiment... Oui, c'est tous des hommes. Tous des hommes, on voit symboliquement, c'est très fort. Et pour Donald Trump, ça représente aussi un effort de s'allier vers cette idée qu'il avance depuis le début de sa présidence, c'est-à-dire de retourner vers l'âge d'or des États-Unis. Les Rockefeller, les JP Morgan. Exactement, qui lui considère que c'était vraiment l'âge doré des Américains, c'était vraiment le moment de l'essor
de l'économie américaine. C'est d'ailleurs un moment où il y avait des tarifs en place, donc c'était l'essor grâce aux tarifs et grâce à un contrôle du commerce. Mais c'était aussi un moment incroyablement inégal et on sait qu'il ne faisait pas très bon vivre à ce moment-là si on ne faisait pas partie de ces Rockefeller et Carnegie et autres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ça. Il s'allie avec cette nouvelle élite dans ce but, dans cette perspective plus large de retour à l'âge d'or. Un retour à l'âge d'or, des milliardaires proches du pouvoir. Alors quand on dit oligarques, on pense aussi évidemment à la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup ont trouvé refuge aux Émirats arabes unis et notamment à Dubaï, comme nous l'explique Elsa Anguinolfi. Un yacht à près de 600 millions de dollars bloqué à quai. 2 semaines après l'attaque des troupes russes en Ukraine, les autorités italiennes saisissaient ce 3-mâts hyper luxueux, propriété présumée du multimilliardaire Andrei Melnichenko. Cet homme qui a fait fortune dans les engrais et le charbon est considéré comme un proche du pouvoir. Il est mis sous sanction par l'UE, puis par les États-Unis. Alors résident dans la commune suisse de Saint-Moritz, il s'installe aux Émirats arabes unis. Je ne m'attendais pas à cela. Je vis en Suisse depuis 14 ans. Je ne fabrique pas d'armes, je produis de la nourriture pour les gens et de l'énergie pour les centrales électriques dans le monde entier. Je ne suis pas impliqué en politique. Quel est l'objectif ? Après 2022, les Émirats et surtout Dubaï, la plus grande ville du pays, sont devenus une destination particulièrement prisée des riches russes. Une enquête du New York Times a mis en évidence un accroissement des vols en jet privé depuis la Russie vers les Émirats, juste après le début de la guerre en Ukraine. Dans le même temps, à Dubaï, les investissements russes dans l'immobilier ont fortement augmenté. Beaucoup de nos clients ont du mal maintenant à faire du commerce à l'étranger. Ainsi, il y a beaucoup d'intérêt actuellement pour Dubaï et sa juridiction neutre, pour les clients russes qui ne sont pas sanctionnés et qui font des affaires. Mais certains riches russes commenceraient à regarder ailleurs, selon une enquête de Bloomberg. Il y a 2 raisons, le coût de la vie et ils ont ironiquement contribué à sa hausse en venant ici. Mais surtout, les banques locales deviennent plus strictes dans l'application des sanctions américaines à l'égard des Russes, de sorte qu'il leur est plus difficile d'opérer ici. En février, Donald Trump ouvre la porte aux oligarques russes lors de la présentation d'un nouveau permis de résidence. On va vendre des cartes dorées. Nous avons la carte verte, ce sera la carte dorée. On va mettre un prix à cette carte autour de 5 millions de dollars. Les oligarques russes seront éligibles pour cette carte dorée ? Oui, c'est possible. Je connais des oligarques russes qui sont des gens très sympas. Des oligarques capables de changer de refuge en réponse aux crises géopolitiques et aux opportunités qu'on leur propose. Laura Bulon-Cassis, qu'on soit à Dubaï, Moscou ou Washington, l'époque, semble-t-il, est quand même propice aux oligarques. Alors, oui, mais on se trouve quand même dans la continuation de quelque chose de plus long. On se trouve, les inégalités ne font qu'augmenter depuis une trentaine d'années. Maintenant, on est à un niveau d'inégalité le plus élevé depuis 100 ans. Donc quand même, il y a un processus qui a été mis en place de dérégulation au niveau mondial, déjà depuis les années 80 à peu près, très fort, qui en effet permet à certains individus de s'enrichir sans limite supérieure et qui ont vraiment énormément d'outils pour le faire, y compris se déplacer, trouver des paradis fiscaux, exactement. Et ça, c'est un problème dans le type d'oligarque dont on vient de parler maintenant, mais c'est un problème plus général dans la mondialisation économique qu'on voit aujourd'hui. Et il y a des penseurs comme Slobodan Quinn, par exemple, qui est un historien, qui a vraiment su montrer qu'à travers le temps, le néolibéralisme s'est vraiment formé comme un mécanisme pour protéger les marchés de la démocratie. Donc, quelque part, ce n'est pas si surprenant qu'on en arrive là aujourd'hui. Finalement, c'est un avancement naturel. En tout cas, les crises aussi créent des opportunités, c'est ça ? Oui, les crises provoquent des opportunités. On a vu ça à plusieurs reprises. La plus récente et la plus parlante, c'est peut-être le Covid, qui est une crise qui a mis à bas beaucoup de petites entreprises moyennes,
mais les grandes compagnies, Amazon par exemple, se sont terriblement enrichies pendant cette période-là. Alors, il y a différentes raisons pour cela. D'abord, il y a cette asymétrie d'informations qu'ont ces pourvoyeurs de tech qui sont capables de répondre aux crises. S'adapter rapidement aussi. S'adapter très rapidement. Et l'autre, c'est aussi à quel point ces services sont, dans notre vie de tous les jours, devenus pratiquement indispensables. Par exemple, pendant la crise du Covid, on ne pouvait pas sortir, alors quoi, on a commandé des choses par Internet. Et ça a aussi créé des habitudes de consommation qui font que voilà, le capital s'accrue autour de certaines personnalités, certaines compagnies. Et c'est concentré effectivement au sein de certaines Exactement. entreprises. Alors on a beaucoup parlé des États-Unis, on était à Dubaï tout à l'heure. En Europe également, Oui. l'oligarchie interroge nos démocraties. Absolument. Je crois que la crise démocratique qu'on voit aux États-Unis, c'est une crise qu'il ne faut pas simplement pointer du doigt et penser que ça se passe là-bas, et ça ne se passe pas chez nous. C'est révélateur de quelque chose ? C'est révélateur de quelque chose de très fort, parce qu'il y a la partie la plus riche de la société qui continue à s'enrichir, et puis ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a de l'inflation qui affecte le consommateur moyen, le citoyen moyen, et il y a un sentiment de désillusion par rapport à la démocratie qui est très fort, et aux États-Unis, et en Europe, et qui peut amener à voter pour des partis, pour des individus qui sont plus en marge du système politique comme Trump. Et en Europe, on a également des gens à l'extrême droite qui sont compliqués. Et on sait également qu'il y a en Europe aussi des processus similaires, des oligarques qui existent. Alors on ne les appelle pas forcément comme ça, peut-être qu'on devrait. Et je pense en particulier à quelqu'un comme Vincent Bolloré en France, qui vient du monde de la finance, du monde de l'industrie, et qui s'est emparé à travers l'acquisition du groupe Vivendi, du groupe Canal+, l'établissement de chaînes. Oui, il est à la tête de radio, de télévision en France, de journaux. Exactement, par lesquels il a fait passer des messages très clairement très conservateurs d'extrême droite, en donnant, par exemple, une visibilité à des columnistes comme Éric Zemmour, qui ensuite s'est présenté aux élections françaises. Et donc là, il y a clairement un lien entre capital et démocratie à travers les médias. Alors, on n'a pas encore la tech, mais justement, c'est là qu'il faut qu'on fasse attention, parce qu'on est dans cette phase de course de la tech. En ce moment, on sait qu'on est un petit peu en retard par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois. Et donc, c'est un moment justement de faire attention à comment va se développer ce monde-là. Avec des démocraties donc, qui sont quand même questionnées, peut-être même mises en danger, ces oligarques effectivement qui challengent un peu nos institutions. Avec Nathalie Boujard, on va revenir sur certains exemples récents où des oligarques justement ont été, disons, remis au pas. Une présence inattendue au palais de l'Assemblée du peuple. Jack Ma avait quasiment disparu depuis 2020. Le voici réhabilité après une longue traversée du désert. Atypique, excentrique, cet autodidacte est cofondateur d'Alibaba, plateforme qui domine le commerce en ligne chinois. Au fil des années, il construit un empire, une constellation d'entreprises numériques qui atteignent des centaines de millions de consommateurs et collectent leurs données. Pékin laisse faire, Jack Ma devient l'un des hommes les plus riches de Chine. Une véritable rockstar, jusqu'à cette mise en cause. C'est l'absence de système, l'absence de demande de système financier, l'absence de risque dans le système financier. La finance chinoise ressemble à celle d'autres pays en développement qui sont en train de grandir. Jack Ma est convoqué par les autorités et disparaît. Puis Pékin, après avoir subitement changé la réglementation, s'aborde l'introduction en bourse annoncée comme historique de la filiale financière d'Alibaba. Il menace en fait le pouvoir direct du Parti communiste chinois. Neutraliser ceux qui pourraient contrer ses projets ou son pouvoir. En Arabie Saoudite, fraîchement nommé prince héritier, Mohammed Ben Salman opte pour une remise à l'ordre 5 étoiles. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017, plus de 200 membres de la famille royale, d'hommes d'affaires et de militaires sont enfermés dans cet hôtel de luxe. Tout ce petit monde est accusé de corruption. Interrogé dans l'émission 60 minutes de CBS, le prince explique. Is this also about sending a message that, as we say in America, there's a new sheriff in town? بلا شك. Absolutely. بلا شك. Shoigu, Gerasimov, où sont les putains de munitions? Lui,
s'est fatalement heurté au shérif. Proche du président russe, Evgeny Prigojine a toujours agi dans les zones d'ombre du pouvoir. Surnommé le cuisinier de Poutine, il a la réputation d'être devenu milliardaire grâce à de juteux contrats publics. Un butin qu'il met au service du Kremlin. Il crée la milice privée Wagner qui opère sur le continent africain, mais aussi en Ukraine. Il développe également des fermes à trolls qui disséminent désinformation et propagande sur les réseaux sociaux. Jusqu'à la rupture. Au printemps 2023, Prigojine remet en cause le commandement militaire de l'armée russe en Ukraine. La Russie est au bord de la catastrophe. Si ces vis ne sont pas ajustés aujourd'hui, l'avion s'écrasera. Après ces critiques, la rébellion. En juin 2023, 25 000 de ses mercenaires marchent sur Moscou. Poutine le qualifie de traître. L'insurrection est finalement avortée. Moins de 2 mois après, l'oligarque meurt subitement dans le crash d'un avion. Laura Bulon-Cassis, on l'a vu dans ce reportage, dans les régimes autoritaires, il y a des moyens peut-être plus directs pour se débarrasser ou écarter les oligarques. C'est clairement pas le cas dans la démocratie. Comment on fait ? Mais là, les démocraties ont tout de même des outils pour répondre à cette problématique d'oligarchie. Alors d'abord, il y a des outils politiques. Les démocraties ont mis en place des systèmes quand même de contrôle. Qui sont quand même challengés actuellement. Qui sont challengés, mais qui réussissent tout de même à challenger en retour. On voit quand même beaucoup de décrets de l'administration Trump, qui sont arrêtés et par des juges aux États-Unis, par exemple. Donc il y a quand même des garde-fous. Et puis il y a bien sûr une mobilisation citoyenne qui se met en place. Alors elle n'est peut-être pas aussi forte que ce qu'on espérerait, mais on voit quand même des réponses, des mobilisations sur la côte Est, la côte Ouest, qui vraiment mettent en valeur cette terminologie d'oligarchie. Qui se basent vraiment, qui sont évidemment contre l'administration Trump, mais qui font le lien entre cette administration et des questions d'inégalité et qui mettent en valeur des questions de lutte de classe, par exemple. Et effectivement, dans les rues américaines, on voit des gens brandir des panneaux où on voit clairement le terme oligarchie. Finalement, c'est un terme qui revient comme ça, c'est assez étonnant. Oui, c'est étonnant, surtout parce que c'est un terme très connoté, qui a une forte connotation. On l'a souvent utilisé dans le passé pour pointer du doigt à des pays qu'on considérait comme non démocratiques, comme la Russie. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit utilisé dans des contextes comme les États-Unis, ça en dit très très long sur ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent de ce qui se passe là-bas, comment les citoyens le ressentent. C'est vraiment une érosion de la démocratie et un basculement vers autre chose. On l'a senti aussi dans cet entretien aujourd'hui, dans cette émission, la technologie finalement est aussi associée à cette émergence des nouvelles oligarchies. Il y a aussi quelque chose à faire au niveau des technologies, au niveau de la régulation peut-être des technologies, de leur impact sur l'opinion publique. Absolument. Alors, en Europe, on est quand même beaucoup mieux lotis qu'aux États-Unis par rapport à ça. L'Union européenne, quand même, met en place pas mal d'outils pour réguler l'IA en particulier en Europe. Donc, on a quand même un filtre en plus. Cependant, moi, j'irais un peu plus loin que la question de la régulation. Et d'ailleurs, là où je travaille au Centre Hirschman, on travaille beaucoup sur des questions de littératie numérique. On part du principe que les citoyens doivent être vraiment capables de pouvoir faire des vrais choix quand ils décident quelle technologie utiliser et comment. Et pour faire de vrais choix, il faut savoir déjà comment elle marche, qui les contrôle et leurs répercussions sociales, économiques, politiques, environnementales également. Et souvent, en fait, on ne le sait pas. Donc, on est finalement passif malgré soi par rapport à ces questions-là. Donc, on peut agir à notre niveau de citoyen. On peut agir à notre niveau citoyen. Par contre, je pense quand même qu'il faudrait des programmes de littératie importantes au niveau national, au niveau des écoles, que ce soit une thématique de conversation également et d'éducation. Et personne n'est épargné, vraiment, même les experts qui travaillent sur ces questions-là, parce que tout avance très vite. Beaucoup de choses sont opaques aussi. Et donc, on en apprend de plus en plus tous les jours. Et il faut se mettre à jour également. Et donc, on doit tous devenir un peu plus experts en littératie numérique. Littératie numérique, on retiendra le terme. Laura Bulon-Cassis, donc chercheuse au Centre Albert Hirschman sur la démocratie à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Merci beaucoup d'être passé dans Géopolitis. Merci.
Il a lancé Facebook depuis sa chambre d'étudiant d'Harvard. Mark Zuckerberg rêvait de connecter le monde. Aujourd'hui, ce rêve se monétise en milliards de dollars. Retour sur les premiers pas de Facebook à la bourse de New York. C'est notre séquence ce jour-là. Ambiance frénétique devant le siège de Facebook en Californie. Mark Zuckerberg savoure cette journée spéciale. Ce jour-là, le réseau social fait son entrée en bourse. Le PDG du Nasdaq était là en personne pour un cadeau sur mesure. C'est la première fois que nous offrons le pull à capuche du Nasdaq. Avec des actions vendues 38 $ l'unité, Facebook mise sur une opération à plus de 16 milliards, la plus importante pour une entreprise numérique. Je voudrais juste dire quelques mots, puis nous ferons sonner la cloche et nous nous remettrons au travail. En 2012, Facebook avoisine déjà près d'1 milliard d'utilisateurs et Mark Zuckerberg promet un monde meilleur. Notre mission est de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Au cours des 8 dernières années, vous avez tous construit la plus grande communauté de l'histoire du monde et réalisé des choses incroyables dont je n'aurais jamais rêvé. J'ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite. Mais l'introduction est un flop, l'action perd près de la moitié de sa valeur en 3 mois. Des débuts chaotiques qui n'ont pas empêché l'ascension fulgurante du groupe, Mark Zuckerberg a depuis étendu son empire, faisant de son PDG l'un des 3 hommes les plus riches du monde. C'est la fin de Géopolitis, un magazine de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde. Nos émissions, comme toujours, sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. Émissions organisées, classées par les équipes de Géopolitis. Très belle semaine, à bientôt.